Bonjour, le cours d'aujourd'hui pour le Parnasse du 19e siècle. Nous commençons avec l'origine du mot Parnasse. Le nom de Parnasse qui est à l'origine est celui d'un massif montagneux de Grèce dans la mythologie grecque. Ce massif était comme Delphes consacré à Apollon. Il était considéré comme la montagne des Muses, le lieu sacré des poètes. Le Parnasse, devenu le séjour symbolique des poètes, fut finalement assimilé à l'ensemble des poètes puis à la poésie elle-même. Donc, c'est l'origine du mot Parnasse, du mouvement qui est apparu à la deuxième ou à la seconde moitié du 19e siècle. De même que le romantisme a été créé par suite de réactions contre le classicisme, le Parnasse va être fondé à partir de sa réaction contre le romantisme, une réaction contre l'excès de lyrisme romantique. Donc, comme c'est le cas de plusieurs autres mouvements littéraires ou courants poétiques, il y a toujours une réaction contre un mouvement précédent, comme le romantisme qui a été une réaction contre le classicisme. Le Parnasse apparaît également comme une réaction contre le romantisme et l'excès de lyrisme romantique. Le Parnasse est donc un nom donné à un groupe de poètes français qui, à partir de 1850, ont réagi contre les aspects lyriques, sentimentaux, confidentiels des romantiques et qui ont cultivé le goût de la perfection formelle. Ainsi comprenons-nous que ce mouvement, qui est apparu à partir de 1850, apparaît toujours comme une réaction contre le lyrisme romantique, comme en fait l'excès de lyrisme romantique. Ce mouvement a regroupé plusieurs poètes. Nous avons les plus célèbres, le Comte de Lille et Théophile Gautier, bien sûr. Le but de ce mouvement, c'est le goût de la perfection formelle. L'art pour l'art. Donc, c'est la forme, c'est pas le fond. Donc, nous avons déjà dit qu'il y a deux poètes importants pour ce mouvement. Il y a plusieurs poètes, mais les plus importants, ce sont bien sûr le Comte de Lille et Théophile Gautier. Le Comte de Lille a été considéré comme le chef du mouvement parnassien. Il a écrit les poèmes antiques en 1852, les poèmes barbares en 1862. Nous avons Théophile Gautier aussi avec ses Émo et Camée, aussi qui a été publié en 1852. En fait, avec Théodore de Banville dans son livre Le Petit traité de versification française qui a été publié en 1872, cet auteur a fixé les théories et les techniques de la poésie parnassienne. Nous avons également après avec José María de Heredia avec ses trophées, les trophées 1893. En fait, dans son œuvre, il a bien exprimé l'expression la plus réussie de l'art parnassien, l'art pour l'art. Ici, nous avons choisi 4 caractéristiques du mouvement. Les 4 caractéristiques du mouvement, les 4 caractéristiques importantes, bien sûr, du mouvement, ce sont l'impersonnalité et le refus du lyrisme, et la recherche du beau, l'art pour l'art et le culte du travail. Pour le premier point, l'impersonnalité et le refus du lyrisme, c'était toujours contre le lyrisme des écrivains romantiques, contre leur épanchement et leur utilisation récurrente et surabondante de moi. Donc, c'est l'impersonnalité vraiment le refus du lyrisme.
contre le moi, contre moi tout simplement. Et donc, ils ont préféré de favoriser la distance et l'objectivité. Il faut faire une distance et une objectivité dans l'œuvre parnassienne. Deuxième point, nous avons la recherche du beau. Certes, les parnassiens, en réaction, toujours comme nous voyons la répétition du mot réaction, parce que, comme nous avons déjà dit, il y a toujours l'apparition ou la naissance de mouvements, c'est toujours comme une réaction contre les œuvres qui ont précédé. Comme nous avons déjà cité le romantisme et le classicisme, et maintenant le Parnasse avec le mouvement parnassien avec le romantisme, etc. Ça continue toujours comme ça. Donc, avec la recherche du beau, le Parnassien, en réaction aux attentes politico-sociales des romantiques, ont eu pour but de sortir l'art de tout ce qui concerne le monde contemporain et ses problèmes. Donc, comme le dit celui qui exprime bien cette idée, c'est Théophile Gautier. Il dit il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid. Donc, c'est l'idée, on peut dire que c'est le résumé vraiment de l'idée parnassienne. Troisième point, l'art pour l'art. Pour le parnassien, l'art est utile parce qu'il est art. Donc, rien n'importe si ce n'est l'art. C'est le résumé c'est une affirmation de l'idée qu'on a déjà proposée avec l'art pour l'art. Donc, l'art pour l'art. Cette idée qui représente le pilier essentiel de la règle ou des principes du mouvement parnassien. C'est pourquoi les poètes parnassiens se sont toujours retrouvés du côté de l'absolue gratuité de l'œuvre. En effet, avec le Parnasse, avec le mouvement parnassien, la métrique se fait plus rigoureuse et l'utilisation de sonnets de l'alexandrin, de vocabulaire érudit et des vastes cycles poétiques devient courante et récurrente. Pour quatrième point, le culte du travail. Ici, le poète doit être ou peut être comparé au sculpteur qui doit transformer une matière difficile. Le langage en beau par et grâce à un patient travail. Cette idée, nous allons la voir avec le poème de Théophile Gautier, l'art pour l'art. Donc, nous avons choisi comme un modèle pour ce mouvement le poème célèbre de Comte de Lille, le chef du mouvement parnassien, Les Montreurs. Le Comte de Lille, c'est l'un des poètes chefs de file de Parnasse et de l'art pour l'art. Il a rédigé ses poèmes, ou les poèmes barbares entre 1862 et 1878. Et ici, avec son poème Les Montreurs, il nous présente de véritables manifestes de poètes parnassiens qui s'opposent violemment à la poésie lyrique. Donc, avec les deux premières strophes, nous voyons tel qu'un morne animal meurtri plein de poussière, la chaîne au cours, long, chaud, soleil de terre, promène qui voudra son cœur ensanglanté sur ton pavé cynique au plaie carnassière. Le poète dans la première strophe nous présente tout d'abord l'image d'un animal qui n'était pas nommé. Un animal, cela pour permettre tout simplement une généralisation. Mais nous comprenons qu'avec le temps, à l'époque, il y avait
le spectacle habituel dans les foires. Cela nous pousse à la réflexion que c'est l'ours, l'animal qui n'était pas nommé dans ce poème. L'ours, bien sûr, c'est un animal qui a la réputation d'être dangereux, mais l'auteur du conte de l'île nous montre que l'homme est pire que l'ours. Puisque l'ours c'est un animal, mais l'homme c'est un homme avec la conscience de ce qu'il fait pourrait être plus grave, surtout puisqu'il fait référence à d'autres poètes, bien sûr, ici, le conte de l'île. Parce que nous allons comprendre qu'il fait une comparaison entre l'ours et les autres poètes, surtout les romantiques, d'après lui, qui montrent leur souffrance aux autres pour attirer l'admiration, pour attirer l'attention. Donc, pour lui, le poète ne doit pas exprimer ou montrer sa souffrance aux autres. C'est l'art pour l'art. C'est pas l'art ou c'est pas le lyrisme romantique qu'il faut montrer. Donc, il y a une description dans la première strophe et dans la deuxième strophe aussi pour mettre en feu stérile en ton œil hébété pour mendier ton rire. Mendier ton rire, les poètes utilisent des expressions graves. Parce que pour mendier ton rire, ta pitié grossière déchire qui voudra la robe de lumière, de la pudeur divine et de la volupté. Il veut dire que les autres poètes, ils font cela, ils montrent leur souffrance, leurs sentiments pour mendier la pitié des autres, des lecteurs. Donc, toujours, l'auteur reproche les poètes reprochent également au public leur grossièreté, leur stupidité. Donc, il y a un amusement mais sans réflexion. Dans la troisième et quatrième strophe, les deux dernières strophes, dans mon orgueil muet, dans ma tombe sans vouloir, dussé-je m'engloutir pour l'éternité noire. Je ne te vendrai mon ivresse ou mon mal, je ne livrerai pas ma vie à tes huées, je ne danserai pas sur ton tréteau banal avec tes histrions et tes prostituées. Ici, toujours une confirmation pour l'idée qu'il a déjà proposée. Nous voyons avec dussé-je m'engloutir. Bon, on va passer après à cette idée parce qu'il y a il y a là, bien sûr, ici c'est l'imparfait du verbe devoir, dussé-je. Mais ici, la première personne de singulier qui apparaît. Et cela, nous voyons le poète. D'une part, il critique le poète pour le lyrisme, et d'autre part, il utilise lui-même la première personne de singulier, le je. Il répète plusieurs fois avec son je, donc ses sentiments. Il y a une contradiction, d'après ce que nous voyons, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Nous continuons avec dans mon orgueil muet, dans ma tombe sans gloire, dussé-je m'engloutir pour l'éternité. Au noir, il dit qu'il ne faut pas montrer la souffrance, il faut pas il faut pas vraiment être un sujet d'ironie pour attirer l'attention, tout simplement. Donc, dans la fête foraine, dans l'idée générale du poème, il y a le peuple, il y a le public qui est représenté dans ce poème par le lecteur qui aime les poèmes larmoyantes, le poème larmoyant, les poèmes qui leur poussent à être triste, tout simplement. Et il y a l'ours qui représente le rôle du poète qui dévoile ses sentiments. Donc, comme nous voyons, dans les deux cas, les poètes ils se moquent d'une part
de poètes et d'autre part des lecteurs naïfs, les lecteurs qui pourraient être stupides d'après lui. Nous avons un reproche. Ce reproche pourrait être très grave parce que nous accusons une grande partie de gens.